Hey, première vidéo un poil plus sérieuse de cette chaîne. Quand on parle santé, il y a une phrase qui revient absolument tout le temps. Et cette phrase, c'est perdre du poids. Perdre du poids. Perdre du poids, perdre du poids. Bon, si c'est si important que ça, parlons du poids que vous faites. Surveiller son poids, c'est un truc relativement récent dans l'histoire. C'est seulement au 19e siècle que le mathématicien belge Adolphe Quetelet crée l'indice de Quetelet. Une première version du fameux IMC. À la base, il n'y avait même pas de lien avec la santé. C'était juste une formule statistique pour établir une moyenne des poids dans la population. C'est dans les années 1900 que ça commence à vraiment évoluer, parce qu'on se rend compte qu'il y a un lien entre poids et espérance de vie. Et donc commence à émerger l'idée qu'une personne trop lourde a plus de chances de mourir jeune. Et qui est-ce que ça intéresse ce genre d'infos? Les compagnies d'assurance. Et donc certaines compagnies commencent à publier des tables de poids idéales selon la taille. En gros, si vous êtes trop lourd par rapport au standard, vous payerez plus cher. Alors remettons-nous dans le contexte. En soi, c'est clairement insuffisant pour estimer la santé de quelqu'un. Et c'est un peu dégueulasse comme méthode. Mais il faut quand même reconnaître, c'est un petit pas en avant. C'est la première fois qu'on se préoccupe un minimum de sa santé, on va dire. Viennent ensuite les 70s. En 1972, le médecin Hassel Case teste plusieurs formules pour évaluer le surpoids. Il conclut que l'IMC est le meilleur indicateur pour évaluer le surpoids dans une population. C'est important. Alors là pareil, l'objectif n'est pas de faire un diagnostic individuel, mais de calculer le poids moyen d'une population. Et c'est là que ça commence un petit peu à déconner. L'IMC devient littéralement un outil de santé publique. On parle plus que de ça. Et c'est finalement en 2000 que l'OMS définit les différentes catégories d'IMC. Bon alors l'IMC, le mode de calcul, il est simple. Vous prenez votre poids, vous divisez par votre taille au carré, et ça donne votre IMC. Prenons mon exemple. Je fais actuellement 1m70 pour 66 kg. Pour calculer mon IMC, je ferai donc 66 divisé par 1,7 au carré, donc 66 divisé par 2,89, ce qui nous donne 22,8. Une fois qu'on a l'IMC, on regarde où ça nous situe. En dessous de 20, vous êtes en sous-poids, et au-dessus de 25, vous commencez à être en surpoids. Bon, et bien maintenant qu'on a calculé tout ça, vous serez ravis d'apprendre que ce résultat ne sert à rien. Déjà, l'IMC marche pas bien si vous n'êtes pas dans les standards de taille. Si vous êtes plutôt petit, vous aurez un IMC plus avantageux, et si vous êtes plutôt grand, vous aurez tendance à avoir un plus gros IMC. Si vous faites 1m95, l'IMC va très rapidement vous classer en surpoids, même si vous êtes en bonne santé. Ensuite, il y a plusieurs cas de figure où vous pouvez prendre et perdre du poids indépendamment de votre alimentation. Imaginons que je décide de me mettre à la muscu. Si je prends du muscle, je vais devenir plus lourd, et mon IMC va augmenter. Donc sur le papier, je suis en plus mauvaise santé. Le sportif Teddy Riner, qui est très grand et très musclé, a un IMC de plus de 30. Donc selon l'OMS, il est obèse. Autre exemple intéressant, si vous buvez beaucoup d'eau, vous êtes automatiquement plus lourd. Dernier exemple, pour les femmes notamment, il y a souvent une prise de masse pendant les règles, parce que le corps retient naturellement plus d'eau. Donc quand vous avez vos règles, vous êtes plus lourd et donc en plus mauvaise santé, ça n'a aucun sens. Et pour ajouter à tout ça, on n'a pas tous le même corps à la base. Rien que pour l'ossature, il peut y avoir une différence de plusieurs kilos entre deux personnes. Donc oui, la phrase « j'ai une ossature lourde » marche. Et là, c'est que 3-4 exemples, Il y a plein d'autres facteurs qui font qu'une personne peut à taille égale peser naturellement plus ou moins lourd qu'une autre. En soi, le poids est pas une donnée complètement inutile. C'est juste que c'est un moyen très peu efficace pour contrôler sa santé. C'est comme d'essayer de prédire si une météorite allait percuter la Terre en regardant le ciel à l'œil nu. Oui, c'est mieux que de pas regarder du tout. Il y a quand même des moyens plus efficaces. Le pire, c'est que ça peut même avoir un effet pervers. À force d'être omnibulé par le poids et de guetter chaque kilo en plus ou en moins, on peut rapidement développer un comportement obsessionnel. Et comme le poids peut quand même varier sensiblement en fonction de si vous avez bu ou pas, si vous avez été faire caca ou pas, des fois on a l'impression de faire des efforts et en fait on reprend des kilos. Et arrive souvent le moment où on finit par se dire « Allez, c'est bon, de toute manière, j'arrive pas à avoir un bon poids, je laisse tomber. » Alors que vous étiez peut-être justement dans les clous et que le poids que vous visiez correspondait à un poids trop bas pour votre métabolisme. Encore une fois, le poids est une statistique uniquement utile à grande échelle ou dans des cadres spécifiques ou très extrêmes. Dans 95% des cas, connaître votre poids ne vous apporte absolument rien. Quelles sont les alternatives ? Alors, il y a des moyens plus efficaces que le poids pour évaluer votre santé. Mais avant ça, abonnez-vous, comme ça je deviens riche et je pourrai m'acheter autre chose que ce micro de merde là. Bon déjà, sachez qu'il n'existe pas de valeur miracle. Vous aurez toujours une vision incomplète de votre niveau de santé. Et ensuite, et ça c'est le plus important, un corps en bonne santé ne veut pas dire donner l'impression d'avoir un corps découpé au laser. Cette photo, en plus d'avoir été retouchée et sélectionnée parmi des dizaines pour avoir juste le bon profil, peut tout à fait être la photo d'une personne en mauvaise santé. Et oui, si vous êtes trop bas en masse grasse, vous pouvez commencer à développer des troubles. Parce que pour obtenir ce résultat, il faut contraindre très fort le corps, qui peut passer en mode survie et commencer
commencer à couper tout ce qui est pas vital. Exactement comme si vous étiez en malnutrition, parce qu'il n'y a plus assez de gras pour fonctionner correctement. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui pourra rester parfaitement fonctionnel tout au long de sa vie. L'objectif est de repérer et corriger les marqueurs qui sont trop déréglés, pas de les mettre parfaitement sur la ligne. Et oui, la masse grasse est un de ces facteurs, dans le cas où il est fortement déréglé à la hausse ou à la baisse. Mais c'est pas plus important que d'autres marqueurs comme la glycémie notamment, ou si c'est trop déréglé, c'est le diabète qui vous attend. Vous pouvez tout à fait avoir une masse grasse relativement élevée tout en étant en pleine forme à 60 ans. Et inversement, vous pouvez avoir une masse grasse très faible et finir à l'hôpital à 35 ans. Je ne suis en aucun cas nutritionniste et je n'ai aucune légitimité pour vous dire si vous êtes en bonne santé ou non. Mais voici quelques indicateurs que j'estime plus intéressants que le poids. Premièrement, le tour de taille. Et là, trigger warning, je le répète, on ne s'intéresse pas à l'esthétisme, uniquement à l'impact sur la santé. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez un tour de taille étroit que vous êtes en bonne santé. L'intérêt du tour de taille, c'est que c'est une stat plus fiable que le poids pour informer sur le taux de masse grasse. Pour faire simple, le corps stocke naturellement de la graisse partout dans le corps. C'est ses réserves naturelles. Plus il en stocke, plus le pourcentage de masse grasse de votre corps augmente. Quand le corps commence à manquer de place, il va essayer de stocker là où il peut, notamment autour des organes. Et là, ça devient problématique, parce que les organes commencent à mal fonctionner, notamment le pancréas, le foie, les intestins et le cœur. Ça va entraîner plusieurs risques, notamment le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que si vous faites travailler votre cœur, des fois il peut arrêter de fonctionner. C'est la crise cardiaque. Et donc ce qui est intéressant avec le tour de taille, c'est que généralement, quand le corps commence à beaucoup stocker à cet endroit, c'est qu'il n'y a plus de place ailleurs. Et donc ça commence à s'accumuler sur les organes. Donc à partir d'un certain moment, plus votre tour de taille est élevé, plus vous avez de masse grasse viscérale, c'est-à-dire la masse grasse autour de vos organes. Alors attention, c'est pas non plus une mesure super fiable. En fonction de votre taille déjà et de votre musculature, votre tour de taille naturel peut être plus ou moins élevé à la base. Généralement, le tour de taille à pas dépasser va être 90 cm pour les femmes et 1 mètre pour les hommes. Au-dessus de cette valeur, on commence à avoir un risque pour les organes. Et encore une fois, au niveau de la santé, c'est pas parce que vous avez un tour de taille très faible que vous êtes en meilleure santé que quelqu'un qui est plus proche de cette limite. C'est juste un marqueur où si vous êtes au-dessus, il peut y avoir un problème sur votre santé. Mais ça sert à rien de le diminuer à tout prix. Deuxième critère, la fréquence cardiaque au repos. Un cœur en bonne santé bat lentement au repos. Comme il est fort, il va pomper beaucoup de sang à chaque battement et donc il a moins besoin de battre. On mesure la fréquence cardiaque soit au moment du réveil, même si perso j'y pense jamais, ou quand on est calme depuis un moment. Ça veut dire pas de source de stress et pas de substance comme le café. Alors pareil, c'est une stat qui varie en fonction des morphologies. Il y a des gens qui ont naturellement un cœur plus lent. Mais généralement, si vous êtes à plus de 80 battements par minute au repos, là faut commencer à s'inquiéter. Troisième critère, la tolérance à l'effort. Avec le cœur au repos, on mesure surtout la santé du cœur. Là, c'est l'inverse. On va mesurer votre forme physique, en regardant comment votre corps réagit à un effort modéré. Voici quelques exercices. Montez 4 étages en marchant ou 2 étages en courant. Courez 10 minutes ou marchez 30 minutes d'un pas dynamique. Faites 20 flexions-extensions. Si à la fin d'un de ces exercices, vous pouvez parler normalement et que votre cœur revient à un rythme normal au bout d'1 à 2 minutes, on va dire, c'est bon. Mais si vous n'arrivez pas à reprendre votre souffle, là ça peut commencer à impacter votre santé. Quatrième facteur, le taux de glycémie. Alors là, c'est un peu plus chiant. La glycémie, c'est peut-être la stat la plus importante à vérifier de nos jours, parce qu'un taux de sucre élevé dans le sang est dévastateur pour l'organisme. Ça détruit vos organes et vos vaisseaux sanguins. Une fois que vous êtes diabétique, je le rappelle, c'est pour la vie. Et c'est pas un truc isolé. Une personne sur 4 en France est diabétique ou prédiabétique, c'est-à-dire sur le point de devenir diabétique. Ça veut dire que dans un groupe de 8 personnes, il y en a statistiquement 2 qui sont concernés. L'ennui, c'est que la seule méthode fiable pour calculer sa glycémie, c'est un glucomètre, où il faut piquer le doigt pour prélever un peu de sang. Si vous êtes motivé pour investir là-dedans, c'est super. Personnellement, moi les aiguilles, ça me... Sinon, un autre moyen, c'est de checker votre niveau d'énergie tout au long de la journée. Alors pareil, ça aussi, ça dépend de pas mal de choses. Mais, si vous avez pris un petit déj et que vous avez un gros coup de barre vers 11h du mat, ou un peu après avoir mangé le midi par exemple, c'est que vous avez probablement mangé trop sucré. Il y a du sucre dans beaucoup plus d'aliments qu'on ne croit. Checkez cette vidéo pour en savoir plus. Pour résoudre un problème de glycémie, c'est simple, mangez des fruits et légumes au début de vos repas. Ça, c'est le cheat code ultime. Faites juste ça et vous aurez déjà beaucoup moins de problèmes de glycémie. Et des fois, c'est ce qui vous évite le diabète. Voilà pour toutes les stats principales, ça devrait déjà vous aider à en savoir plus sur votre santé. Mettez un like si la vidéo vous a plu, c'est très important si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans le même style. Mais t'as pas parlé des balances connectées? T'inquiète, on va bientôt se pencher sur le sujet. Purée, ça c'était vraiment une idée de merde.